Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être là ce soir pour vous parler du coup de l'axe intestin-cerveau dans le syndrome de Nail-Patella. Alors, je vais juste réduire, hop, c'est tout bon pour que je puisse voir toute la présentation. Donc, du coup, on m'a demandé de faire une présentation sur les troubles de l'axe intestin-cerveau dans le syndrome de Nail-Patella. Et je ne savais pas trop par où commencer au début. Et du coup, je me suis dit que j'allais commencer par la lecture du PNDS, qui est plutôt bien fait. Mais quand je suis tombé sur la partie troubles digestifs, j'ai vu que le paragraphe était assez succinct quand même. Et donc, ce qu'on nous apprend dans le PNDS, au niveau digestif en tout cas, c'est que il peut exister des troubles digestifs à type de constipation, de côlon irritable. Et puis en même temps, dans le paragraphe d'après, on nous dit que ces chiffres ne sont pas significativement différents de ceux de la population générale, mais on nuance quand même cette nuance avec le fait qu'il y a une implication de la protéine LMX1B dans le développement des neurones dopaminergiques et que ça plaide à y porter un petit peu plus attention. Donc après ça, j'étais un petit peu sur ma faim, donc je suis allé voir le chapitre 3 et le chapitre 4, et au final, dans le chapitre 3 qui traite des signes neurologiques, on nous apprend qu'il y a une étude approfondie, mais seulement sur 16 patients, qui a confirmé des anomalies de sensibilité. Donc effectivement, les troubles de la sensibilité peuvent générer des troubles digestifs aussi derrière. Mais pas grand-chose de plus. Et dans le chapitre 4, donc, qui parle un petit peu plus de l'expression du gène LMX1B, on apprend que ce gène a été retrouvé est impliqué dans le développement de nombreux tissus et qu'il a une implication, un rôle notamment dans le développement des interneurones, de la moelle épinière dorsale et les neurones dopaminergiques et sérotoninergiques. Donc, il y avait déjà un petit peu plus d'informations dans tout ça. Et donc, à partir de ça, je suis reparti sur les bases physiologiques du tube digestif et notamment de l'innervation du tube digestif et des neurotransmetteurs impliqués. Et donc, j'ai sorti mes cours de première année et j'ai fait un petit résumé de tout ça. Donc, le tube digestif, si on le prend et qu'on le coupe, c'est une succession d'une multitude de couches. Et comme on l'entend souvent, c'est notre deuxième cerveau. C'est-à-dire que l'innervation du tube digestif regroupe des milliers de neurones et l'innervation se fait via deux voies. Donc, il y a la voie qu'on appelle le système nerveux entérique, qui va regrouper sur le petit schéma le plexus sous-muqueux, le plexus unientérique, qui est composé de neurones sensitifs qui vont avoir un rôle dans la détection de stimuli mécaniques, chimiques, et dont l'activation se fait via la sérotonine qui est sécrétée par les cellules endocrines digestives. On a des neurones moteurs qui vont jouer sur la motricité du tube digestif et qui vont jouer sur la vidange de l'estomac, sur la progression des aliments dans le tube digestif, la défécation, et des interventions pour assurer la coordination entre le système nerveux entérique et le système nerveux central commandé par le cerveau. Et donc les neuromédiateurs, un des neuromédiateurs dans la connexion entre les interneurones et le système nerveux central, ça va être la sérotonine. Et donc ce système nerveux entérique, c'est un système nerveux qui est complètement autonome. Ça permet le fonctionnement du tube digestif sans que le système nerveux central intervienne, mais il garde quand même une coopération et le système nerveux central peut interagir avec le système nerveux entérique. Donc en gros, ce système nerveux entérique, il va avoir un rôle dans la digestion, en jouant sur la motricité, sur la sécrétion d'hormones, d'enzymes, sur l'absorption, mais également un rôle de protection avec les neurones sensitifs qui vont détecter des stimuli, des agressions, et qui vont entraîner une réponse adaptée en fonction du type d'agression, avec par exemple une sécrétion de mucus pour avoir une activité anti-inflammatoire. Le deuxième système nerveux impliqué dans le fonctionnement du tube digestif, ça va être le système nerveux central, qui va avoir une action sur les muscles lisses, donc sur différentes couches musculaires du tube digestif, et qui va jouer de façon directe via le système nerveux sympathique et parasympathique, et il va être notamment impliqué dans la défécation et les vomissements. Et il va jouer un rôle, du coup, assez important sur le péristaltisme, donc sur la motricité du tube digestif. Hop. Du coup, après ce bref rappel, sans forcément trop rentrer dans les détails, j'ai trouvé intéressant de faire quand même un rappel aussi sur le fonctionnement du neurone de base.
Donc, si on prend un neurone et qu'on regarde, il y a le noyau, le corps du neurone, d'où va partir l'information, et l'information va se propager le long de l'axone pour arriver au niveau des terminaisons axonales. Et donc, au niveau de la terminaison axonale, on a des petites vacuoles à l'intérieur desquelles il y a des neurotransmetteurs, comme la dopamine et la sérotonine. Et donc, l'afflux électrique qui va partir du corps cellulaire et arriver jusqu'à la terminaison axonale va entraîner la libération de ces neurotransmetteurs, donc par exemple la dopamine ou la sérotonine. Et donc, ces neurotransmetteurs vont aller se fixer sur des récepteurs au niveau des muscles ou au niveau d'autres cellules et entraîner tout un tas de réactions qui peuvent conduire, par exemple, si c'est au niveau du muscle, à la contraction des muscles et donc au péristaltisme intestinal. Et donc, ces neurotransmetteurs, on voit dans le PNDS, qui nous parle de deux neurotransmetteurs qui sont la dopamine et la sérotonine. Donc, si on s'intéresse d'un petit peu plus près à ces deux neurotransmetteurs, on se rend compte que la dopamine, elle est présente à la fois dans le cerveau et dans le tube digestif, qu'elle est produite à 50% par le système nerveux entérique et qu'elle va jouer un rôle dans la motivation, la récompense, la mémorisation et le contrôle moteur. La sérotonine, elle aussi, est produite au niveau du cerveau et du tube digestif et est produite à 95% dans l'intestin. Son action au niveau de l'intestin ou au niveau du cerveau va pas être la même. Et au niveau du cerveau, elle va être plus impliquée dans la gestion des émotions, alors qu'au niveau du tube digestif, elle va être plus impliquée dans la régulation du transit notamment. Donc à partir de là, je me suis dit que la dopamine et la sérotonine, c'est deux neurotransmetteurs qui sont impliqués dans la motivation, la récompense, la gestion des émotions. Donc je me suis dit que peut-être dans la partie prise en charge psychologique du PNDS, j'aurais des informations un petit peu supplémentaires. Donc, je suis tourné dans le PNDS à la partie pathologie dépressive et impact psychologique. Et là, on apprend des choses différentes qui sont intéressantes, comme quoi la prévalence des troubles dépressifs majeurs peut aller jusqu'à 16,2% aux États-Unis, ce qui est assez important, et qui regroupe différents signes émotionnels, la tristesse, les pleurs, mais également des signes somatiques comme les troubles du sommeil et notamment les troubles de l'appétit. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les troubles de l'appétit, ça reste un trouble digestif et qu'on n'en parle pas du tout dans la partie digestive, mais plus dans la partie pathologie dépressive et impact psychologique. On apprend aussi dans cette partie qu'en dehors des troubles dépressifs, il y a un impact sur la qualité de vie euh, et qu'en gros, tout ça, c'est lié à la chronicité de la maladie et l'importance des douleurs associées en lien avec cette maladie. Et donc, il rappelle dans le PNDS, ce qui est important, je trouve aussi, c'est que l'aspect psychologique est important et doit être pris en compte tout au long du suivi des patients parce que ça peut générer un sentiment de rejet social qu'il faut rechercher notamment et que l'aspect psychologique peut impacter et joue un rôle très important dans la gestion des douleurs, que ce soit musculo-squelettiques ou alors digestives. Donc, à partir de là, je me suis demandé quelle était la place des troubles digestifs dans la genèse de la pathologie dépressive ou dans l'impact psychologique que pouvait avoir la maladie. Et donc, est-ce que les troubles digestifs qui sont présents vont être pourvoyeurs de syndrome dépressif, d'angoisse, de rejet, de choses comme ça? Ou est-ce que la pathologie dépressive sous-jacente et l'impact psychologique des douleurs musculo-squelettiques chroniques peut engendrer des troubles digestifs? Donc, à partir de là, j'ai refait un petit peu d'histoire pour aborder les troubles de l'axe intestin-cerveau qu'on appelait antérieurement les troubles fonctionnels intestinaux. Donc, si on remonte à l'Antiquité, on a Claudius Galenus, qui est un médecin grec, qui disait que les émotions pourraient être responsables de différents symptômes, comme la diarrhée, les douleurs abdominales, les douleurs thoraciques, etc. Et par la suite, Platon, Aristote et Hippocrate développent le concept d'holisme, où ils partent du principe que le corps et l'esprit sont intégrés et inséparables, et que l'étude médicale doit prendre en compte toute la personne plutôt que juste la partie malade. Et c'est ce qui fait un petit peu défaut actuellement dans la prise en charge médicale en France par moment. Et pourquoi ça fait défaut? Parce qu'en fait, à partir de 1637, René Descartes propose un concept où on a la séparation de l'esprit pensant du corps semblable à une machine.
Et donc, les patients, à l'époque, qui vont présenter des symptômes sans pathologie vont être considérés comme possédés ou fous. Et ce dualisme cartésien où on sépare l'esprit du corps a conduit à considérer les maladies mentales, les symptômes psychiques en l'absence de pathologie, comme de seconde classe, moins légitimes que les maladies structurelles, ce qui va entraîner par la suite une stigmatisation. Heureusement, les choses ont évolué depuis. Et en 1833, on a la toute première étude sur les émotions et le tube digestif. Donc l'histoire est intéressante. C'est un trappeur canadien, Alexis Saint-Martin, qui a été blessé par balle au niveau de l'estomac. Et la cicatrisation de cette blessure a entraîné la formation d'une fistule, donc un orifice entre la peau et l'estomac. Et son chirurgien, William Beaumont, a étudié l'impact que pouvaient avoir les émotions sur la muqueuse gastrique, sur les sécrétions gastriques. Et on s'est rendu compte que la composition des sucs gastriques, de la muqueuse gastrique, allait varier en fonction de la colère, de la peur du patient. Et donc, au XXe siècle, on est beaucoup dans l'observation de l'impact du cerveau sur le tube digestif, mais plutôt que dans un sens. On ne va pas chercher à comprendre ou savoir si il y a un impact du fonctionnement du tube digestif sur le cerveau. Et les techniques d'analyse restent assez rudimentaires entre 1900 et 1950. À partir de 1960-1980, on a une amélioration considérable des techniques d'analyse et donc on va repartir un petit peu plus sur le dualisme cartésien et on va prêter une attention plus importante à la physiopathologie et l'étiologie qu'à l'observation même du patient. Et donc l'impact de l'environnement psychosocial est considéré comme important, mais reste secondaire. Et à partir de 1880, on va voir apparaître le modèle biopsychosocial et la neurogastroentérologie. Donc on se rend compte que malgré tous les progrès qu'on a faits en médecine, en biologie, en imagerie, mais on ne trouve pas toujours d'anomalies notables chez les patients qui présentent d'authentiques troubles fonctionnels avec une réelle gêne derrière. Et donc on va voir émerger des nouveaux outils d'évaluation psychosociale comme les échelles de la qualité de vie, les échelles de douleur. Et donc on va avoir une remise en question du concept biomédical dualiste apporté par Descartes. En 1977, George Engel va définir un modèle biopsychosocial qui est un petit peu complexe parce qu'il y a des flèches dans tous les sens, mais qui reste relativement simple à comprendre. En gros, les troubles fonctionnels gastro-intestinaux vont être générés par un stimuli physiologique, des troubles de la motricité, une distension intestinale, une modification de la flore digestive, mais aussi par des facteurs psychosociaux comme le stress, les traits de personnalité, des pathologies psychologiques associées ou pas. Mais ces troubles vont impacter les douleurs gastro-intestinales, mais les douleurs gastro-intestinales vont aussi jouer sur la physiologie et les facteurs psychosociaux. Il met dans son modèle que les événements de vie antérieurs, les facteurs génétiques, la culture, l'environnement dans lequel la personne évolue, va jouer sur les facteurs psychosociaux et sur la physiologie du tube digestif, et donc indirectement jouer sur les douleurs gastro-intestinales. Et donc toute la question va être derrière de comment gérer ces douleurs gastro-intestinales, comment les prendre en charge au mieux pour que l'évolution aille vers la guérison et une amélioration de la qualité de vie du patient, parce que les troubles digestifs sont souvent pourvoyeurs d'une grosse altération de la qualité de vie derrière. Donc en 1988, le professeur Aldo Torsoli va réunir un panel d'experts international pour établir un consensus et classer les troubles fonctionnels intestinaux et proposer des critères diagnostiques, notamment pour le syndrome de l'intestin irritable. Et donc, à partir de là, vont naître ce qu'on appelle les critères de Rome, qui sont le gold standard pour la définition des troubles fonctionnels gastro-intestinaux. Et donc, entre 1994 et 2023, il va y avoir 4 ouvrages au total sur la définition des troubles fonctionnels gastro-intestinaux, qui, dans la dernière version, donc les critères de Rome 4, ne doivent plus être appelés troubles fonctionnels gastro-intestinaux, mais plutôt troubles de l'interaction intestin-cerveau, parce qu'il s'agit d'un ensemble de troubles secondaires à des troubles de la motilité intestinale, une hypersensibilité viscérale, une altération de la fonction muqueuse et immunitaire, une altération du microbiote intestinal ou une altération du fonctionnement du système nerveux central.
Et donc, régulièrement, ces critères de Rome sont réévalués, enrichis avec les nouvelles connaissances, d'autres entités sont définies, et donc la prochaine fois que les critères vont être revisités, ça va être en 2026, avec des experts de tous les pays pour travailler justement sur le sujet et améliorer au mieux la prise en charge des patients. C'est bien beau tout ça, mais en pratique, qu'est-ce que ça nous apporte? En gros, les critères de Rome, dans les choses importantes qui ont découlé derrière, il va y avoir la définition de différentes entités. C'est-à-dire que les symptômes que peuvent présenter les patients sont assez vagues, assez peu spécifiques de telle ou telle pathologie au début. Et donc, en analysant, en réunissant les experts, on va définir des entités comme les vomissements cycliques, les diarrhées fonctionnelles, la dyspepsie fonctionnelle, l'intestin irritable, les diarrhées fonctionnelles, la constipation fonctionnelle. Et on va définir aussi les tranches d'âge auxquelles peuvent apparaître ces entités. Donc là, c'est une représentation schématique. Si on prend tous les dossiers et tous les articles sortis, on se rend compte que c'est très, très codifié. Et donc, il y a les troubles qu'on retrouve dans la petite enfance et en période néonatale, et les troubles qu'on va retrouver chez les enfants et les adolescents. Et donc, sur chaque chapitre, on va avoir des critères diagnostiques et une proposition de prise en charge et d'accompagnement des patients derrière. Donc ça, c'est un autre modèle sur la physiopathologie et les troubles de l'axe intestin-cerveau. Ça reprend un petit peu le schéma que je vous ai montré précédemment. Et on va voir qu'il peut y avoir un élément déclencheur somatique pur en lien avec le tube digestif, avec par exemple une distension, une inflammation en lien avec une allergie, des infections, des troubles de la motricité qui vont entraîner une douleur. Les facteurs génétiques, les événements de vie passés vont également jouer sur cette douleur. Et puis la façon dont on va réussir à gérer la douleur va dépendre d'un état dépressif, d'angoisse, d'un stress, de tout un tas de choses qui peuvent amplifier la douleur ou au contraire diminuer cette perception douloureuse et éviter de partir sur un syndrome douloureux chronique qui est très difficile de prendre en charge et dont les patients souffrent fortement. Donc le syndrome de Nail-Patella dans tout ça. Donc j'ai décidé de repartir sur un autre schéma qui rejoint un petit peu les deux schémas précédents, où on va avoir un facteur de stress psychosocial et une altération du tube digestif qui vont entraîner un épisode douloureux. Et ensuite, les facteurs de risque ou les facteurs protecteurs vont jouer sur la façon dont on va faire face à cette douleur. Donc, dans les facteurs psychosociaux qui peuvent être spécifiques du syndrome de Nail-Patella, quand on regarde le PNDS, on se rend compte qu'il y a un état dépressif sous-jacent qui est plus important que dans la population générale. Et donc ça peut être un facteur déclenchant ou entretenant une douleur abdominale. L'anxiété et le stress peuvent également jouer un rôle d'aggravateur ou déclencheur dans la douleur abdominale. L'inquiétude familiale est forcément présente parce que la pathologie, en tout cas en pédiatrie, va toucher les enfants. Et donc l'inquiétude parentale, comme dans toute pathologie chronique à l'âge pédiatrique, est présente. Il y a le sentiment d'exclusion qui fait qu'on va s'isoler un petit peu plus et qui peut jouer aussi un rôle de stress psychosocial, et la douleur chronique et les expériences de douleur vécues auparavant, que ce soit des douleurs digestives ou des douleurs musculo-squelettiques, vont être des facteurs de stress. La dopamine et la sérotonine sont également des hormones, des neurotransmetteurs impliqués dans la régulation des émotions, dans les voies de la récompense, de tout ça. Et donc, une altération du fonctionnement des neurones dopaminergiques ou sérotoninergiques peut forcément avoir un impact sur le facteur de stress psychosocial. Pour ce qui est de l'impact au niveau digestif, on a vu avec le petit point sur la physiologie et l'innervation du tube digestif que forcément, étant donné qu'il y a un impact sur la sensibilité digestive ou sensibilité globale
vu qu'il y a une atteinte des neurones dopaminergiques et sérotoninergiques, il peut y avoir des troubles de la motricité intestinale, que ce soit des troubles de la vidange gastrique ou une constipation, des vomissements, une distension abdominale, parce que quand il y a une constipation, il y a un obstacle en aval, et donc comme il y a un obstacle en aval, on a une dilatation du tube digestif en amont. La dilatation peut être douloureuse, et la constipation et la dilatation de ces ans va entraîner l'accumulation des bactéries présentes dans le tube digestif, avec parfois la sélection de bactéries qui ont un pouvoir fermenticide plus important et donc vont produire plus de gaz, plus distendre l'intestin et être plus pourvoyeurs de douleurs, de spasmes. Et ça, c'est ce qu'on va retrouver dans la pullulation microbienne notamment. Donc on se rend compte que dans le syndrome de Nail-Patella, on peut clairement se trouver dans un trouble de l'axe intestin-cerveau par rapport aux symptômes digestifs. Et donc, le stress psychosocial et l'altération de la physiologie du tube digestif va entraîner un épisode douloureux. Et donc, derrière l'épisode douloureux, comment il va être géré? Donc, on a des facteurs protecteurs qui sont propres à chacun, qui sont culturels, qui sont liés à l'environnement proche, les amis, la famille ou tout un tas d'autres choses. Et on a aussi les facteurs de risque. La prédisposition génétique, donc on voit dans le PNDS que la douleur est un point important dans le syndrome de Nail-Patella, probablement d'origine avec une cause génétique aussi. L'expérience de la douleur, que ce soit digestive ou musculo-squelettique, ne veut pas représenter un facteur de risque. Comment les patients ont fait face, quel type de douleur ils ont vécu au préalable, ça va jouer forcément sur la gestion de la douleur derrière. Et les troubles de la sensibilité vont jouer aussi sur la gestion de la douleur. Et on se rend compte au final que dans ces facteurs de risque, on retrouve les éléments qui ont pu déclencher la douleur initialement. Et donc derrière, la gestion de la douleur en fonction de tout ça, on va aller sur une réponse qu'on va dire adaptée, où le patient va réussir à faire face à cet épisode douloureux avec ou sans médicaments, et derrière va avoir peu d'impact sur sa qualité de vie, ou alors une réponse qui va être inadaptée, qui va être amplifiée parce que les facteurs de risque vont être prédominants sur les facteurs protecteurs, et derrière, on va rentrer dans un cercle vicieux de douleurs chroniques, et comme des examens peuvent être normaux, comme on peut ne pas retrouver d'anomalies sur les examens biologiques, sur les examens de radiologie, il peut y avoir de temps en temps une négligence de la part des médecins et donc une amplification de ce cercle vicieux. Et on rentre dans les syndromes douloureux chroniques, donc il est très difficile de prendre en charge derrière. Donc, sur une prise en charge de troubles digestifs dans le syndrome de Nail-Patella, il n'y a pas de choses codifiées en soi. Moi, je pars du principe qu'il faut prendre en charge comme toute douleur abdominale en consultation, c'est-à-dire qu'il va falloir avoir un interrogatoire assez poussé au début avec une recherche des antécédents médicaux. On va faire un point aussi sur le régime que peut avoir le patient. Est-ce qu'il y a un régime qui est riche en lactose, une alimentation sélective? Est-ce que des régimes ont déjà été essayés? Est-ce qu'il y a des aliments déclencheurs? Quelle est la quantité d'aliments ingurgités? Tout ça va permettre d'orienter un petit peu les pistes étiologiques et d'adapter la prise en charge derrière. Et il faut aussi évaluer l'environnement psychosocial comme pour toute pathologie et toute douleur abdominale. Et derrière, en fonction de l'interrogatoire, des antécédents familiaux et de tout ça, on va réaliser des examens, soit des biologies, soit des examens de radiologie, soit des endoscopies, pour orienter un petit peu plus le diagnostic derrière. Et donc, tout ça, ça va nous permettre d'éliminer ce qu'on appelle des signes d'alarme. C'est-à-dire, par exemple, des signes qui vont nous orienter vers une maladie inflammatoire du tube digestif qui nécessiterait la mise en place d'un traitement immunosuppresseur, ou alors la présence d'un ulcère gastrique qui nécessiterait un traitement par antiacide, ou encore une intolérance au gluten qui nécessite la mise en place d'un régime sans gluten. Tout ça, ça fait partie des signes d'alarme. Et du coup, une fois qu'on a fait tous les examens, tout l'interrogatoire, et qu'on a éliminé les causes des signes d'alarme, on peut s'orienter vers un trouble de l'axe intestin-cerveau. Et donc, à partir des critères de Rome qui sont définis et qui sont très précis, on va définir des entités. Une constipation chronique, un syndrome de l'intestin irritable,
des vomissements cycliques, une dyspepsie fonctionnelle ou tout un tas d'autres pathologies. Et donc, en fonction de la pathologie et de l'entité vers laquelle on s'orientera, on pourra adapter la prise en charge médicale, paramédicale. Et dans tous les cas, si on est sur un syndrome douloureux chronique et des douleurs abdominales qui traînent depuis longtemps, la prise en charge psychologique va être importante parce qu'elle peut amplifier la douleur, participer à la genèse de la douleur et que aussi le fait d'avoir mal en permanence joue forcément sur le moral, sur la dépression et sur l'exclusion derrière. Donc il faut être vigilant à tout ça et adapter la prise en charge. Et donc, du coup, en feuilletant le PNDS, on s'est rendu compte quand même qu'il y avait peu de travaux et peu de choses recommandées sur les troubles de l'axe intestin-cerveau dans le syndrome de Nail-Patella ou ne serait-ce que les douleurs abdominales dans le syndrome de Nail-Patella. Et donc, une interne du service de pédiatrie de Dijon devrait travailler prochainement sur une thèse sur les troubles de l'axe intestin-cerveau dans le syndrome de Nail-Patella, en collaboration aussi avec le syndrome de génétique de Dijon. Donc voilà, merci à toutes et à tous pour votre attention. J'espère que j'ai répondu en partie à vos attentes pour cette présentation.